il y avait ce fantôme qui se promenait quelque part. Ce fantôme qui se promenait quelque part, tout le monde voulait savoir son histoire, mais personne n'avait jamais su lui parler. Tout le monde savait comment il était. C'était une femme aux longs cheveux noirs, à la longue chevelure noire. Tout le monde savait qu'elle vivait dans les égouts, dans les tunnels. Elle vivait dans les tunnels et dans les égouts. Elle se comportait de manière violente et abusive avec tout le monde, toute personne qui se présenterait dans les tunnels, dans les égouts. Elle était abusive, violente, mais elle n'avait aucun passé. Elle n'avait aucun passé. Tout ce qu'on savait sur elle, c'est qu'elle avait une hache. Elle avait une hache, c'est tout ce qu'on savait sur elle. Elle avait une arme bien aiguisée. De temps en temps, la nuit, le village au-dessus des tunnels dans lesquels elle se trouvait pouvait entendre le bruit de sa hache être aiguisée sur une pierre. Cette pierre qui se trouvait devant elle, les jambes croisées dans sa tenue blanche. Les jambes croisées dans sa tenue blanche, devant cette pierre qui était couverte d'eau, de l'eau chaude. Elle était en train d'acérer légèrement la lame de sa hache. Mais tout le monde la connaissait, cette femme. Ne la connaissait pas comme quand on connaît quelqu'un. Tout le monde la connaissait, mais pas comme quand on connaît quelqu'un. Pas comme le voisinage ou alors comme la famille. Pas de la manière dont on pourrait dire son nom, mais tout le monde savait qu'elle était là. Tout le monde la connaissait. C'était une femme connue. C'était une femme réputée. Son histoire était réputée, était connue. Elle aussi. Elle aussi faisait partie de sa propre histoire, alors tout le monde la connaissait. Tous les soirs, on entendait résonner au travers des rues. Au travers des rues, on entendait résonner les rues du village qu'il y avait juste au-dessus des tunnels dans lesquels elle se trouvait. Il y avait ce bruit de lâcheté. Cette femme était une lâche qui était partie, traînant sa famille derrière elle. Et dans les rues, le soir, il y avait le bruit de la lâcheté qu'elle avait traînée derrière elle, sa famille qu'elle avait emmenée avec elle dans les tunnels. Et il y avait également le bruit d'une hache qui était acérée sur un arpin de terre et de fer métallique brûlant. Sur un arpin de terre et de fer métallique brûlant, elle était en train d'acérer sa hache, et elle avait traîné avec lâcheté sa famille derrière elle. Et il y avait ce bruit d'un arpin de fer, de terre, qui était juste en dessous, posé sur les tunnels et les égouts. Et cette femme avait déposé sa hache, encore une fois, sur l'arpent de terre, dans lequel elle y avait laissé lâchement sa famille, et elle aiguisait la lame. Tous les soirs, on entendait le même bruit, le crissement de la lame, contre cette roche, cette pierre. Contre cette roche, contre cette pierre en fusion, cette pierre chaude, brûlée à blanc. Il y avait le bruit dans les rues, un bruit qui court. Il y avait ce bruit qui court, un bruit qui courait très fort, qu'on entendait assez fort pour qu'il transperce les vitres. Eh bien, ce bruit, c'était le bruit de la roche volcanique en fusion, brûlée à blanc sur lesquelles elle était en train d'acérer les lames de chaque hache qu'elle prenait. Elle avait 3 haches différentes qu'elle cachait dans des endroits différents. Et c'est chaque hache qu'elle portait à son cou, qu'elle portait à sa nuque ou à son épaule. Elle les acérait. Elle les acérait chaque jour. Elle acérait ces haches, chaque hache qu'elle avait. Elle les acérait les unes après les autres. Mais lâchement, elle avait traîné sa famille derrière elle. Et dans les tunnels, on entendait encore le bruit de sa famille hurler, essayant de se protéger mutuellement, alors qu'elle avait une hache en main, et qu'elle se rapprochait de plus en plus. Mais on ne voyait même pas son visage, et encore moins ce qu'elle avait comme expression. On voyait encore moins les traits de son visage qui pouvaient être affinés.
On ne voyait encore moins que les traits de son visage qui pouvaient être raffinés ou alors affinés. On ne voyait encore moins le visage des personnes qu'elle tuait, et on ne voyait encore moins son visage que celui des autres. Elle avait juste une longue chevelure noire qui lui passait par-dessus. La seule chose qu'on apercevait, c'était sa pommette droite, sa pommette gauche, le dessus de son œil noir, et le bas de son menton, sa lèvre inférieure et supérieure, peut-être un peu de ses cheveux qui tombaient sur son visage, et sa grande chevelure noire. C'était tout ce qu'on apercevait d'elle dans les tunnels. Un jour, j'ai décidé de descendre, mais je ne l'ai pas vue. Quand j'ai décidé de descendre avec une amie, avec un copain, qui tenait une caméra à son épaule, j'ai décidé de comprendre et d'aller la voir, d'aller la trouver quelque part, et d'approfondir ces tunnels que je ne connaissais pas encore bien. Et pourtant, je ne l'ai jamais vue. Jamais vue aussi heureuse avec une hache en main. Jamais vue aussi heureuse, et jamais vu une hache qui avait été aussi acérée que ça, par une roche volcanique brûlée à blanc. J'étais très explicite dans les ordres donnés. J'étais très explicite par rapport aux ordres qui avaient été donnés. Il y avait ce long tunnel dans lequel je pouvais apercevoir qu'au bout, il y avait comme un bruit. Il y avait comme un bruit au bout de ce tunnel, mais j'étais très explicite. Aux abords du fait de rentrer dedans, tout le monde me regardait comme si j'étais fou. Tout le monde me regardait comme si j'étais fou en entendant ce bruit, comme la lame d'une hache qui était aiguisée sur une pierre froide, peut-être voire même chaude et brûlée à blanc. Tout le monde me regardait et entendait ce bruit d'une pierre chaude ou alors peut-être froide brûlée à blanc, sur lesquelles il y avait la lame d'une hache qui était en train d'être aiguisée, d'être acérée. Tout le monde me regardait comme si j'étais fou, mais j'étais très explicite aux abords de rentrer là-dedans. Ils m'ont dit que ce n'était pas possible, qu'il fallait faire demi-tour, mais je les ai tous fait taire, les uns après les autres. Les uns après les autres, je les ai tous fait taire, et alors nous sommes rentrés. Ils ont finalement pris conscience que peut-être trouver la source du problème serait peut-être comment régler le problème. Quand ils ont pris conscience finalement que peut-être trouver la source du problème, ce serait comment on pouvait régler le problème. Ils m'ont suivi. Plus je m'avançais, plus ma silhouette disparaissait, plus ils n'étaient pas en confiance. Ils n'étaient pas en confiance avec moi, mais plus j'avançais, plus ils avançaient eux aussi. Alors je m'avance peu à peu, et là je disparais derrière une brume qui était juste en train de planer sur le sol. Cette brume qui était juste en train de planer sur le sol, aux abords de ce que je pensais être le sol. Je marchais et de temps en temps, je marchais sur du métal, quelque chose de métallique et de coupant. Je marchais sur ce qui était métallique, coupant et qui peut-être de temps en temps était glissant, car le sol était couvert d'eau. Couvert d'eau, le sol sur lequel on marchait. J'ai essayé de regarder le sol, mais je n'y voyais rien à cause de la brume qui était en train de parcourir le sol. C'était à sol même qu'elle était posée. À elle seule, au sol même, elle était posée, et là je la regardais. À elle seule, elle parcourait l'entièreté du tunnel dans lequel je marchais. Et pourtant j'essayais bel et bien de voir au travers de la brume, mais je n'y apercevais rien. Je n'y apercevais rien, que dalle, rien, rien du tout, nada. Il n'y avait rien que je puisse apercevoir. Mais quand j'ai fini par avancer, j'ai senti que je marchais sur des lames, différentes lames de hache qui avaient été laissées déposer par terre. C'étaient différentes lames de hache qui avaient été aiguisées sur une pierre brûlée à blanc, chaude, une pierre de charbon. C'était une pierre de charbon brûlée à blanc, chaude, qu'on pouvait sentir encore toute proche de nous, comme quand on sent quelque chose brûlé à blanc passer juste à côté de notre pommette et de notre joue. C'était comme ça que je pouvais la sentir. Elle était brûlée à blanc quelque part, et ces lames de hache qui étaient posées par terre, sur lesquelles il y avait de l'eau translucide et transparente, qui était en train de se refléter, mais se répétèrent alors tout le temps, juste au sol, cette brume
qui était en train de cacher mes tibias, mon talon d'Achille et mon pied qui marchaient l'un devant l'autre. Derrière, il n'était pas rassuré. Il me regardait avancer et m'enfoncer dans la brume. Je me guidais avec mes mains sur les parois des murs. Et plus je m'avançais, plus j'entendais les pleurs d'une femme qui me regardait. Elle me regardait peut-être, elle n'était pas tournée vers le mur. Et plus je m'avançais, plus j'entendais les pleurs de cette femme. Et au final, c'est quand la brume a disparu que j'ai senti le regard de cette femme. Je ne voyais même pas son visage, seulement un peu de son menton, un peu de ses fossettes, un peu de ses pommettes, un peu de ses yeux, peut-être sa pupille et son iris, totalement noir ou alors marron très foncé. Et c'est là que j'ai compris que ses yeux, ses iris marron très foncés, très très foncés, n'étaient pas ses yeux. C'étaient ses yeux qui étaient entièrement noirs, elle n'avait pas d'iris ni même de pupille. Elle me regardait de loin et je sentais son regard sur moi. Je marchais sur les lames de hache, qui avaient été accrochées à un manche et qui avaient été défaites pour pouvoir être acérées les unes après les autres. Par terre, il y avait la pluie. Il y avait l'eau de pluie par terre qui était en train de mouiller le sol. Et je marchais. Sur la plante des pieds, je marchais. De temps en temps, je me coupais les pieds, ça faisait mal. Les autres marchaient sur le bord, évitant les lames de hache qu'il y avait par terre, avec l'eau de pluie qu'il y avait par terre. Avec l'eau de pluie qu'il y avait par terre, évitant les lames de hache, ils marchaient sur le côté pour ne pas se couper la plante des pieds comme moi. Moi, je me retournais vers eux et je les regardais. Je les regardais avec un air sérieux. Je savais que j'avais mal à la plante des pieds, mais pourtant j'avançais et je continuais. Je continuais à marcher sur les lames, et plus je m'approchais, plus je savais que j'allais pouvoir toucher l'épaule de cette femme. Eux, ils ne voulaient pas toucher l'épaule de cette femme, encore moins la parler, ou regarder son visage, peut-être même apercevoir ses yeux sombres. Mais moi je le voulais. Je voulais apercevoir ses yeux sombres, noirs et marrons très très foncés. C'est ça que je voulais le plus. Et pourtant, il continuait à me suivre à l'aveugle. Aveuglément, il me suivait dans ce tunnel. Et j'entendais les pleurs d'une femme qui se rapprochait avec ses pieds contre le sol, ses pieds couverts de terre noire. Elle se rapprochait de moi. Une fois au bout du couloir, il y avait plusieurs femmes. Il y avait plusieurs fois que j'ai vu ces plusieurs femmes. Cela faisait plusieurs fois que je les avais vues. Elles passèrent devant moi. Encore et encore, elles passèrent devant moi. Ça faisait plusieurs fois que je les voyais. Mais autant de fois, je ne savais même pas si c'était la dernière. Je ne savais même pas si c'était la dernière fois que j'allais les voir et les croiser encore une fois. Elles étaient toutes là. Elles faisaient le même mouvement. Toutes, excepté une. Elles faisaient le même mouvement. Elles avaient ce morceau de hache en main. Elles avaient ce morceau de hache en main. Et sur une pierre qui était acide, qui était chaude, brûlée à blanc. Sur une pierre noire, acide, brûlée à blanc, chaude, auquel je pouvais sentir la chaleur. Elles étaient en train de prendre le morceau de hache qu'elles avaient en main. C'était seulement la lame. Sur le côté, il y avait des bâtons simples qui avaient été arrachés à un arbre. Ce pouvaient être des branches qui avaient été arrachées à un arbre, qui avaient été mis sur le côté. Il y avait plusieurs branches assez solides qui avaient été mises sur le côté, arrachées à un arbre, qui avait peut-être même été scié car il y avait une scie déposée par terre juste devant. Et toutes les femmes n'avaient même pas tourné le regard. Elles continuaient le mouvement répétitif et synchronique. Elles continuaient le mouvement répétitif. En synchronisation, elles continuaient ce mouvement. Moi, je les regardais, j'étais juste en face et tout le monde se cachait derrière moi. Je regardais les femmes. Elles tenaient toutes le morceau de la hache, la seule partie de la hache qui est coupante. Elles la tenaient par la paume de la main. Je voyais que certaines d'entre elles, et surtout une d'entre elles, saignait abondamment. Il y en avait une d'entre elles qui était au milieu, qui faisait un mouvement répétitif sur le côté, de droite à gauche, tandis que les autres, c'était de devant
jusqu'à derrière, de devant jusqu'à derrière, jusque derrière, jusque devant, et de droite à gauche, celle du milieu saignait abondamment. Je me disais que c'était elle que je cherchais à trouver. Peut-être, mais est-ce vraiment elle, car les autres avaient des visages différents, différents de celle qui était au milieu, qui saignait abondamment. Mais je me disais que si elle saignait abondamment, ce devait être elle. Les autres, elles, étaient en train d'acérer, encore plus qu'elles ne le pouvaient. Encore plus qu'elles ne le pouvaient, elles étaient en train d'acérer les lames qu'elles tenaient en main, les lames de hache, les morceaux de hache, la seule partie coupante qu'elles pouvaient tenir. Elles les acéraient, les unes après les autres. Quand j'ai arrêté de faire du bruit et que je me suis arrêté devant une des femmes qui était en train d'acérer le morceau, la seule partie de la hache qui pouvait être coupante, je me suis arrêté, mais elles continuaient toutes. C'était comme une symphonie, comme un orchestre. Ça faisait une sorte de mélodie. En soi, en quelque sorte, ça faisait une sorte de mélodie. C'était comme une symphonie, comme un orchestre qui était dirigé par quelque chose, par quelqu'un qui tenait une baguette. Par quelqu'un qui tenait une fine baguette en bois et qui dirigeait l'orchestre. C'était comme ça à peu près. Quand j'écoutais les sons des haches, il y en avait plusieurs, il y en avait au moins une centaine. Il y en avait au moins une centaine qui étaient en train d'être forgées, et il y en avait peut-être une dizaine qui étaient en train d'être acérées. Tous ces bruits mélangés, c'était comme un orchestre, c'était orchestral. Je les ai regardés, et tous ces bruits devenaient orchestrales au fil du temps que je restais là, figé droit, avec mes pieds sur le sol. Il y avait une rivière d'eau noire sur le côté. J'ai regardé l'eau noire sur le côté et j'ai entendu s'écouler l'eau au milieu, juste dedans. Il y avait un seul espace dans lequel l'eau était étincelante. Il y avait un seul espace dans lequel l'eau s'écoulait de par-dessus, par-dessus le plafond qui était le trottoir de la ville. Par-dessus le plafond qui était le trottoir de la ville, dans les tunnels, s'écoulait alors l'eau qui tombait des égouts, les égouts qu'il y avait sur le côté des rigoles en ville. Eh bien, s'écoulait l'eau jusqu'à l'intérieur de cette rivière qui était entièrement recouverte d'eau noire, de l'eau qui stagnait. Eh bien là, il y avait un côté d'eau dans lequel s'écoulait l'eau qu'il y avait, qui était translucide, blanc et transparent. C'était seulement là qu'on pouvait voir le courant qui s'étendait sur toute l'eau qui était en train de stagner et qui était noire. Mais mis à part ça, le bruit orchestral de toutes ces haches qui étaient en train de se faire lacérer ou de se faire acérer, de se faire acérer, de se faire lacérer, de se faire graver un nom dessus, sur la lame, toutes ces pierres chaudes brûlées à blanc, qui étaient acides, toutes ces pierres acides, chaudes et brûlées à blanc, me donnaient soif, et je suis remonté, j'ai fini par boire l'eau qui stagnait. Ce n'était pas si mauvais que ça, mais j'ai fini par me retourner contre eux quand mes yeux sont devenus noirs comme ceux de la femme. Il y avait cette femme qui pleurait. Et cette femme qui pleurait avait beau s'essuyer les yeux qu'elle pleurait encore. Elle tenait son enfant dans ses mains comme la femme à l'arrière. Appuyée contre un mur, elle tenait son enfant dans ses mains. Elle avait beau s'essuyer les yeux qu'elle pleurait encore. Au début, je ne la voyais que de très loin. Je ne la voyais que de très loin, donc j'imaginais que ses pleurs n'étaient que des larmes. Mais plus je me rapprochais, plus je tâtonnais les murs pour pouvoir m'approcher d'elle. En tâtonnant dans le noir pour m'approcher, j'ai remarqué que ce n'était pas des larmes comme je le pensais, mais que cette femme pleurait. Elle pleurait effectivement des larmes noires. C'était un liquide noir. Ce n'était pas un liquide transparent, comme les larmes. Elles n'étaient pas translucides, mais elles étaient simplement noires. Là, elle pleurait, elle s'essuyait les yeux. Mais plus je me rapprochais, plus j'avais encore l'impression que ce liquide noir pouvait être autre chose, peut-être quelque chose de sensé. Je me suis rapproché d'elle. Elle me criait alors dessus, en disant « Non, non, ne vous approchez pas. » Reculez. Je l'entendais crier « Non, ne vous approchez pas. » Reculez. Je me disais alors peut-être que cette femme était vivante,
mais elle ne l'était pas. Elle ne l'était pas, ou en tout cas elle ne l'était plus. Plus elle me dit de reculer, plus elle restait là. Et moi, je restais devant elle. Elle pleurait, elle s'essuyait les yeux, étendant les bras vers moi. Avec l'obscurité, j'ai vu que ses bras étaient couverts de larmes de sang. J'ai su alors que c'était du sang, mais très légèrement. J'ai su que ce n'était pas clairement du sang. C'était une sorte de matière noire visqueuse qui lui sortait des yeux, et elle pleurait, essayant d'essuyer ses larmes. Tout d'abord, elle pleurait. C'était un pleur gentil, qu'on pouvait voir. Comme lorsqu'on nous brise le cœur, c'était un pleur normal. Et puis ça s'est accentué. Ce sont devenus des pleurs plus violents, comme lorsque l'on perd quelqu'un. Puis c'est devenu des pleurs plus indélébiles, qui marquent à jamais, qui laissent des cicatrices. C'est devenu le même pleur que lorsqu'on perd un enfant. Ces pleurs qui laissent des cicatrices indélébiles. Et finalement, là j'ai compris que cette jeune femme n'avait pas son enfant en main pour rien. Je me suis avancé vers elle, mais elle continuait et elle persistait à pleurer. Elle persistait à pleurer et la femme derrière elle était en train de consoler son enfant. Et pourtant son enfant lui pleurait. Des larmes aussi. Des larmes qui n'étaient pas translucides. Pas des larmes transparentes. Pas des larmes normales. Il pleurait des larmes noires, d'un liquide noir. Et encore une fois, je me rapprochais de cette femme. Cette femme qui me disait de partir et de ne pas toucher à son enfant. Pas comme l'autre femme qui me disait tout simplement de partir et de ne pas la regarder. Là, elle me disait clairement de ne pas toucher à son enfant, de ne pas la regarder et de ne pas avancer. Ce que je n'ai pas fait, clairement, j'ai continué, mais les autres étaient derrière moi. Ils ne voulaient pas avancer. Nous étions tout simplement dans un tunnel, et s'écoulèrent alors de l'eau sur sa chevelure noire. S'écoulèrent alors de l'eau sur sa chevelure noire, et elle pleurait. Les larmes noires sont tombées. Son visage s'est essuyé par l'eau translucide qui est passée par les égouts qu'il y avait au-dessus, les égouts de la ville, par cette eau translucide qui est tombée sur elle. S'est essuyé alors les larmes de son enfant et en même temps les siennes. Elle a levé la tête et m'a regardé. J'ai regardé l'eau tomber à ses pieds, et ses pieds étaient couverts de terre encore une fois comme toutes les femmes qui avaient un morceau de hache en main qu'elle aiguisait. Comme toutes les femmes qui avaient un morceau de hache, la partie de la hache qui coupe. Comme toutes ces femmes qui l'avaient en main et qui l'aiguisaient en passant de droite à gauche, ou de devant jusque derrière, de derrière jusque devant. Eh bien, elle pleurait. Mais moi, je n'ai fait que regarder l'eau tomber. Ensuite, j'ai regardé ses pieds, et elle a lâché le morceau de hache qu'elle avait en main. Le morceau coupant de la hache, elle l'a lâché, il est tombé par terre. Le bruit avait résonné jusque dans tous les couloirs et les tunnels. Je me suis retourné, effrayé par le bruit qui avait résonné dans tous les tunnels. Là s'est retournée la personne qui me regardait. La femme avait disparu, malheureusement. Mes recherches étaient insuffisantes. Il fallait que je cherche plus loin. Il fallait que j'aille plus loin et que je cherche plus loin. Pour moi, mes recherches n'étaient qu'insuffisantes. Je ne savais pas qui était cette femme. Personne ne savait qui était cette femme, mes recherches étaient insuffisantes, il fallait que j'aille plus loin. Et pourtant, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à trouver des indices, à chercher des choses. Au-dessus de nous flottait un vent translucide, voire même invisible. Au-dessus de nous flottait un vent translucide, presque invisible, et je regardais de temps en temps ce vent en levant la tête. Lorsque j'ai baissé la tête, j'ai vu qu'il y avait devant moi une garderie. Une garderie, évidemment, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à voir une garderie ici dans un tunnel, dans un sous-sol, en dessous de la ville. J'ai réfléchi et je me suis dit que peut-être cette femme était une mère. La garderie qu'il y avait en dessous était remplie d'enfants, de pauvres enfants. De 1 à 6 ans, ces enfants étaient enfermés là. Et cette garderie, c'était cette femme avec une hache qui la traînait derrière elle, la lame contre le sol, faisant un grincement et un crissement horribles,
faisant un crissement horrible et un grincement derrière elle. Elle la traînait, et pourtant il y avait des enfants de 1 à 6 ans dans cet endroit. Il y avait des enfants de 1 à 6 ans. Cet endroit était une garderie. Mais pourquoi une garderie sous un tunnel? Pourquoi faire une garderie clandestine dans un tunnel? Je ne sais pas. Autour des enfants qui n'étaient pas encore morts, qui étaient peut-être en vie, car je ne les voyais pas comme des morts. Je pouvais les toucher, ils étaient palpables. C'était des enfants que je pouvais voir, que je pouvais entendre, je pouvais les entendre parler. J'arrivais à communiquer, à échanger, j'arrivais à parler avec eux. Ils se rapprochaient de moi et de temps en temps, il y avait un jeune enfant que j'entendais pleurer, je me tournais vers la gauche ou vers la droite, ou alors j'avançais de quelques pas. Parfois même je reculais, mais ce n'était que des cadavres. Ce n'était que des cadavres autour de moi. Et elle arrivait avec sa hache. De loin, je ne la voyais pas. Non pas que je ne voulais pas la voir, mais je ne la voyais pas. Je ne voyais pas sa silhouette, je ne voyais pas son corps, je ne voyais pas son ombre, je ne voyais pas d'aura noire qui pourrait représenter un corps de femme, je ne voyais pas sa longue robe blanche avec une traîne d'un fin tissu blanc. Je ne voyais pas non plus cette robe blanche avec un fin tissu blanc qui était une traîne qui pouvait traîner par terre et ramasser la terre noire. Non, je ne la voyais pas, elle n'était pas là. Elle ne surveillait même pas les enfants qui étaient en train de pleurer et de mourir de faim les uns après les autres. Il y avait un jeune enfant qui était même en train de manger le bras de son compagnon sur le côté, alors que le jeune enfant, lui sur le côté, était en train de lire un livre. Il ne souffrait même pas et ne disait rien. La jeune femme est arrivée, a posé sa hache sur le sol. Tous les enfants se sont tais tout de suite et l'ont regardée. Ils se sont tais tout de suite et l'ont regardée. La femme s'est imposée d'un pas ferme à l'intérieur. Et là, je me suis retourné, je lui ai demandé ce qu'elle voulait, elle ne m'a pas répondu. Elle ne m'a pas répondu, elle s'est imposée d'un pas ferme devant moi, devant les autres qui ont couru vers l'arrière, pensant se protéger. Il y avait une benne à ordures juste devant, et une deuxième benne à ordures juste devant. Il y avait 2 bennes à ordures devant, et derrière moi il y en avait une seconde qui était à l'horizontale, non pas à la verticale comme les 2 premières devant moi. Derrière s'était cachée mon équipe qui avait peur de cette femme. Moi je n'en avais pas peur, je l'étudiais et je voulais savoir ce qu'elle voulait. Nous étions pourtant des personnes qui étudient le paranormal. Ils m'ont toujours suivi dans mes expériences. Ils m'ont toujours suivi dans toutes mes expériences. Au cours de toutes mes expériences, ce sont ces personnes qui m'ont suivi. Au cours de toutes ces expériences, elles m'ont suivi, elles ont continué à me suivre partout. Mais là, pourquoi est-ce que dans ce tunnel, elles ont peur? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que dans ce tunnel, elles ont peur. Et pourquoi est-ce qu'elles ont forcément peur alors qu'elles m'ont suivi au cours de toutes mes expériences. Expériences surnaturelles qui clairement je pensais être un fiasco. Je pense à chaque fois que ça pourrait être un fiasco ou alors une défaite, mais ce n'est jamais un fiasco ou une défaite. C'est tout simplement peut-être quelque chose que je ne pense pas réussir, mais qui finalement, une fois que je suis dans le tunnel ou alors que je suis dans la maison abandonnée, je finis par y réussir. Et les personnes qui se cachent derrière la poubelle qu'il y a derrière moi, derrière le conteneur vide qu'il y a derrière moi, se cachent pour ne pas avoir à affronter cette femme. Mais je leur ai dit que pourtant ils n'avaient qu'à me suivre et que ce serait moi qui l'affronterais, pas eux. Mais il y a cette poubelle, en face de moi, cette deuxième poubelle, à la verticale. Cette petite maternelle dans laquelle il y a des corps d'enfants morts. Et pourtant cette femme chuchote quelque chose à toutes les oreilles de tous les enfants. Elle chuchote quelque chose de très léger à toutes les oreilles de tous les enfants. Mais c'est très gênant sur l'instant quand elle chuchote ces choses car je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'elle dit, je ne sais pas ce qu'elle raconte, peut-être que c'est quelque chose de perverse, peut-être qu'elle est perverse, et qu'elle raconte quelque chose d'horrible à tous les enfants, qu'elle les murmure à leurs oreilles. Moi je suis là et j'essaye de savoir, mais pourtant ça devient gênant quand je comprends que ça devient intéressant. Plus je m'approchais de l'obscurité, plus j'entendais des pas derrière moi. Mais c'était comme si la personne qui me suivait n'était pas sûre de ce qu'elle faisait. Je l'entendais avancer, mais je ne la voyais pas avancer. Je suis arrivé dans une salle sombre. À côté de moi, il y avait une armoire, fermée, évidemment. La porte s'est ouverte, sans même que je ne tienne la poignée. La femme qu'il y avait devant moi pleurait. Il n'y avait pas son enfant à côté d'elle, mais elle pleurait. Elle me regardait, et moi, avec attention, je suis resté sur le côté. Je suis resté sur le côté avec attention, et je l'ai regardé pleurer.
Je voyais qu'il y avait un mouvement entre la paume de ses mains, entre ses doigts. Je voyais qu'elle me regardait. Moi, j'étais très magnanime, mais je voyais qu'il y avait un mouvement entre ses mains. Je voyais qu'elle bougeait ses bras pour une certaine raison. J'étais derrière, et je regardais les autres qui m'avaient suivi. Certains n'étaient plus là, certains avaient abandonné, mais moi je voulais aller jusqu'au bout du tunnel, pour comprendre. Cette femme faisait quelque chose, et quand je me suis approché d'elle, qu'elle s'est retournée. J'ai entendu que quelque chose est tombé au sol. Je n'ai pas regardé ce que c'était, mais je savais que c'était une femme qui tressait des cordes. Je l'ai regardée et finalement j'ai compris avec son geste qu'elle tressait des cordes. Mais pourquoi? J'ai regardé autour de moi, partout. Il y avait des cordes tressées. Et puis quand j'ai regardé au plafond, au-dessus, au plafond, il y avait des cordes tressées, mais surtout des cordes de pendu qui avaient été faites une fois le nœud qui avait été fabriqué. Je voyais qu'il y avait une personne accrochée au plafond, par ses jambes, par ses mains qui avaient été enfoncées dans le béton. Elle était en train de gratter juste au-dessus, elle laissait les traces de ses ongles apparaître dans le béton. Elle laissait des traces de griffes et les traces de ses ongles apparaître dans le béton. Elle était en train de regarder chaque corde pendre. Elle était en train de regarder chaque corde pendre et surtout la solidité des cordes. Là, elle s'est accrochée à la solidité d'une des cordes et c'est ensuite que j'ai pu la voir. Elle passait quelque chose de gluant et de visqueux sur les cordes. Je me suis alors précipité vers le seau dans lequel elle trempait son pinceau. Et je l'ai regardée, dans le seau dans lequel elle trempait son pinceau. J'ai réfléchi alors à cette chose qu'on m'avait dit. Cette chose qu'on m'avait dit que les pinceaux, que les poils de pinceau étaient faits soit comme les archets d'un violon, avec les poils de la queue d'un cheval, ou soit ils étaient faits avec les poils d'un écureuil, de la queue d'un écureuil. J'ai réfléchi à ça et plus tard, je me suis dit fabriquaient-ils leurs propres pinceaux? Comme les archets d'un violon, c'était peut-être fait avec le poil d'un cheval, de la queue d'un cheval. Ou alors c'était peut-être fait avec un poil d'écureuil. C'était les plus chers, je m'en rappelais. Je m'en rappelais que c'était les plus chers. Et là, j'ai vu une benne à ordures. Ça sentait d'ici la viande fraîche, la viande carbonisée. Ça sentait la viande carbonisée et la viande fraîche. J'ai ouvert la benne à ordures, la même poubelle derrière laquelle tout le monde est resté caché. La même poubelle derrière laquelle j'ai posé la caméra en entendant d'aller voir cette femme. Et à l'intérieur, il y avait des écureuils morts, éventrés. Le sang coulait au travers de la benne, mais restait à l'intérieur. Le sang restait à l'intérieur et il était rempli quelque peu au-dessus des corps d'un écureuil. Il y avait un seul écureuil sur le côté. J'ai pu remarquer que le sang était rempli au-delà d'un seul écureuil. Quelque peu rempli, j'ai vu aussi des poils de la queue d'un cheval. J'ai vu un cheval entier. Toute sa queue avait été défaite. Toute sa queue avait été défaite de son poil. Le corps du cheval avait été lacéré avec une lame qui avait été restée enfoncée dans sa nuque. Je l'ai vu fermer les yeux et me regarder une dernière fois. Quand je l'ai vu fermer les yeux et me regarder une dernière fois, le cheval, qui laissait sa queue tomber vers le sol, bougèrent une dernière fois de gauche à droite. On lui avait enlevé toutes les poils ainsi que la chair. Il n'y avait plus que la colonne vertébrale. Ce qu'il restait de la colonne vertébrale, la queue du cheval. Et avec le pinceau qu'elle avait en main, elle mettait de la glu, de la colle, sur chaque corde de pendu pour que ça reste bien rigide. Mais il n'y avait encore aucun corps qui avait passé sa nuque à l'intérieur d'une corde. Heureusement, me suis-je dit qu'il n'y avait aucun corps qui avait passé sa nuque au travers de la corde, car elle était rigide et sèche. Sur le sol froid, il y avait de la vapeur.
Mais il y avait aussi autre chose sur le sol froid. Je ne voyais même plus mes chaussures, alors que c'étaient des chaussures montantes. Je me suis alors accroupi. J'ai mis mes mains sur mes épaules, regardant s'il y avait quelque chose derrière moi. J'ai gardé ma main sur mon épaule, et puis ma deuxième main sur l'autre, comme si quand j'étais accroupi, je me protégeais de quelque chose. J'avais mes mains sur mes épaules, et comme si je me protégeais de quelque chose, je les ai enlevées. Avec l'équilibre la plus simple que j'avais, j'ai posé mes mains sur mes genoux. J'étais accroupi, j'avais les jambes fléchies, et je regardais par terre pour pouvoir voir mes chaussures. Il y avait beaucoup de terre dessus. Il y avait beaucoup de terre dessus. Mais ce qui me faisait plus peur, c'est que je n'avais pas encore avancé de quelques mètres. Et quelques mètres devant moi, il y avait déjà des pas, extrêmement similaires à la posture de mes pieds, à comment je les aurais mis. Pareillement similaires et extrêmement similaires à comment j'aurais mis mes pieds, en marchant en avant, en marchant vers l'avant. Je me suis arrêté à là où les pas se sont arrêtés. Il faisait toujours froid et il y avait toujours de la vapeur juste en dessous. Il y avait toujours une légère vapeur d'eau en dessous, sur le sol. Je regardais le sol et j'entendais quelqu'un verser avec un entonnoir un liquide dans un récipient. J'entendais quelqu'un avec un entonnoir verser un liquide dans un récipient. Je ne savais clairement pas ce que c'était ou qui c'était, mais je me suis approché et il n'y avait plus de vapeur à partir d'une limite, mais c'était toujours le même sol. J'ai vu une femme avec 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et une bouteille devant elle, mise en triangle. Mise en triangle avec toutes ces bouteilles devant elle, je les regardais. Elle versait à chaque fois du sang. À chaque fois, il y avait du sang qui était peut-être plus noir que noir, et elle versait ce sang dans une bouteille. Il y avait des graduations que quelqu'un avait fait au couteau. Avec une lame, avec un couteau, ou peut-être avec quelque chose de coupant. Quelqu'un avait fait des graduations, avait juste marqué infiniment, il avait marqué la bouteille. Elle y versait dans le récipient, dans la bouteille. Elle y versait le sang qui était plus noir que noir. Et moi, je regardais par terre et cette femme était accroupie juste devant moi. Elle ne me tenait pas la main, non, mais quand je lui ai tendu le bras, elle m'a agrippé l'épaule. Elle m'a agrippé l'articulation du bras. Quand je lui ai tendu la main, elle m'a agrippé l'articulation du bras, et elle m'a agrippé l'épaule. Elle s'est relevée devant moi et avec le même entonnoir qu'elle tenait en main, pour verser ce sang qui était plus noir que noir, sang qui venait d'un cerf qui avait été accroché par ses quatre pattes à l'envers. Je voyais ses bois qui tombaient vers le bas. Elle y prenait alors une bouteille qu'il y avait tout devant, ou alors tout derrière, là où il y avait les 9 bouteilles. Dans une des 3 bouteilles à l'avant, celle où il y avait les 2 premières et puis la dernière bouteille, elle y a versé du sang. Et c'est ensuite comme ça qu'elle a versé du sang dans les 3 prochaines, les 4 suivantes, les 5 suivantes, les 6 suivantes, les 7 suivantes et les 9 suivantes qu'il y avait, pour former un triangle qu'il y avait juste devant, un triangle à angle droit, dans lesquels il n'y avait que des bouteilles d'eau qui avaient été graduées, avec peut-être quelque chose d'infiniment coupant. Car même s'il y avait des coupures dans les bouteilles, le sang restait au milieu, à l'intérieur. Au milieu, à l'intérieur, à partir de la graduation auquel elle avait décidé d'arrêter de verser le sang. Il restait, même si les graduations étaient un trou qui avait été fait infiniment au couteau. Elle versait encore le sang qu'elle récupérait en faisant une lacération et une coupure dans le corps du cerf qui avait été pendu à l'envers. C'est en faisant une coupure et une lacération à l'envers qu'elle répandait le sang. Elle répandait le sang en faisant une coupure à l'envers dans l'abdomen du cerf. Elle récupérait ensuite le sang dans un seau et elle le versait dans chaque bouteille à la moitié exacte de là où on avait fait la lacération, la petite coupure de graduation. Là, elle versait exactement ce qu'il fallait de sang, et ça ne débordait pas.
Elle a été face à la fenêtre. Pendant longtemps, peut-être qu'elle a été face à la fenêtre. Là, elle était face à la fenêtre. Nous étions au bout du couloir avec la caméra que je tenais à l'épaule. Une autre caméra qu'on tenait par la main, avec une anse. Avec une anse, une caméra qu'on tenait à la main, qu'on tenait par la poigne et par le poignet. De temps en temps, on la mettait avec la anse qu'il y avait sur le côté qu'on laissait tomber. On la mettait par l'épaule et on la tenait. Moi, j'en avais une contre mon épaule, contre mon front, contre le côté de mon front, contre mon arcade sourcilière, contre mes yeux, contre mes joues, mes fossettes et mes pommettes. Je tenais la caméra, tout contre moi, tout contre ma tête, et elle était à mon épaule. Le suivant avait une caméra qu'il tenait en main par une anse, l'autre en avait une qu'il tenait par une poignée. Cette poignée qu'il tenait la caméra. Il était en train de filmer cette femme, et cette femme, qui nous regardait, avait juste à côté d'elle, il y avait un bouquet de fleurs, des fleurs roses. Il y avait des fleurs roses, roses pâles, peut-être voire même blanches. La lumière qui ressortait de dehors impactait les plantes. La lumière qui ressortait de dehors impactait les plantes, alors on ne savait pas trop dire de quelle couleur elles étaient. Peut-être blanches, peut-être rose pâle, peut-être blanc cassé, aucune idée, mais elles étaient là. Pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes ou 4 minutes, mais 40 minutes plus tard, elles étaient fanées. Mais pendant tout ce temps, de 1 minute à 5 minutes, elles étaient bien, comme si elles venaient d'être mises dans l'eau, comme si elles venaient d'être achetées, comme si on venait de les mettre dans le vase. Elles n'étaient pas à jeter pour la poubelle, elles n'étaient pas fanées, mais 40 minutes après, elles étaient fanées. Elles étaient toutes brunes, toutes frêles et fragiles. Elles étaient brunes, frêles, fragiles, c'étaient les couleurs de l'automne. Comme si pendant ce temps-là, peut-être qu'elles avaient eu trop d'eau. On était de l'autre bout du couloir, et la jeune femme s'est abaissée. Elle s'est mise à genoux. Une fois sur ses genoux, elle a regardé les plantes, et une par une, elle a arraché les pétales qui étaient fanés, qu'elle froissait dans la paume de ses mains. Elle frottait et n'en faisait que des petits gravats. Elle n'en faisait que des petits gravats, des petites miettes de plantes et de pétales qu'elle avait froissés dans ses mains. Elle s'est retournée vers nous, nous a regardés, a repris ce qu'elle faisait comme activité, c'est-à-dire prendre les pétales et les froisser, en faire des petits gravats, des petites miettes de fleurs fanées, de pétales fanés. À côté, nous ignorons ce qu'il y avait, mais quand elle s'est avancée et qu'elle a passé la fenêtre, elle a mis le pied par terre fermement, l'autre jambe qu'elle a gardée droite. Fermement, elle a mis ses pieds joints contre le sol. Elle est restée droite et a récupéré la hache qu'il y avait par terre. Était-ce une hache que nous connaissions? Non. Ce n'était pas une hache qu'on connaissait, ce n'était pas une hache qu'il y avait été vue. Dans l'entrepôt, là où il y avait toutes les haches, là où avaient été entreposées toutes les haches, dans l'entrepôt dans lequel on avait vu toutes les femmes qui étaient en train d'acérer les couteaux, des lames et les morceaux coupants de la hache, eh bien, il n'y avait pas celle-ci. Celle-ci était plus grande, et la manière dont elle coupait faisait plus de bruit que d'habitude. Elle crispait beaucoup plus, et elle grinçait beaucoup plus. Le design de la hache était très spécial. Le design de cette hache était très spécial, plus fin mais plus grand. On l'a regardé prendre la hache et la mettre au sol. Toutes les autres haches qui avaient été entreposées dans l'entrepôt n'étaient pas comme celle-ci. Elle la prend, elle la jette, passant au travers de ce que je pensais être sur mon épaule, croyant qu'elle avait atteint mon épaule et qu'elle m'avait fracturé la colonne vertébrale, ou peut-être d'autres os, comme peut-être l'omoplate, la clavicule, ou alors le fémur, l'humérus, ou alors les os du bras. Aucune idée, mais j'avais l'impression qu'elle m'avait touché. Mais elle était passée juste au-dessus de moi. Juste au-dessus de moi, elle l'a lancé comme si c'était un frisbee.
Elle était passée au-dessus de moi à l'horizontale. Je me suis abaissé, mais je n'ai rien senti. Même pas une fracture de la clavicule, même pas une fracture du péroné, même pas une fracture de l'humérus, encore moins une fracture de l'os occipital, encore moins une fracture de l'os occipital qu'il y a dans le dos ou qu'il y a dans le bassin. Je ne sais pas trop, je n'ai jamais été fort pour tout ce qu'il y est anatomie. Pour tout ce qu'il y est de l'anatomie, je n'ai jamais été fort. Mais croyant que j'avais une fracture peut-être au bras, à la clavicule ou alors à l'omoplate, que mon omoplate avait été fissuré et ouvert en deux, que je pensais avoir peut-être les os brisés à la jambe et au bras, que je pensais avoir le fémur et l'humérus cassés, par la hache qui venait de fracturer les os comme si c'était du beurre. Moi, je pensais que j'étais déjà mort par terre, me vidant de mon sang peut-être par l'épaule, ou par la bouche et les yeux. Mais j'étais vivant et la hache était tombée devant moi. J'ai été boire à l'évier de la cuisine. J'ai aussi été à celui de l'infirmerie. Quand j'ai été à celui de l'infirmerie, j'ai été boire. J'ai été boire un peu d'eau. Seulement cette eau qui coulait entre la paume de mes mains, était une eau métallique. Une fois dans les couloirs, après avoir bu, j'avais le goût du métal sur la langue. Sur la langue, j'avais le goût du métal, et en dessous, sur le palais et en dessous, là où il y avait les glandes salivaires dans ma bouche, j'avais le goût du sang, comme si ça ne projetait pas de la salive, mais que ça projetait du sang. J'avais l'impression d'avoir du sang sous la bouche et sous la langue, et j'avais l'impression de lécher du métal. J'avais peur, j'avais froid dans le dos, et ma colonne vertébrale s'était endurcie de la manière dont je me tenais. Ma colonne vertébrale s'était endurcie de la manière dont je me tenais. On était dans la salle des machines et il y avait un fantôme plus grand, beaucoup plus imposant, qui se tenait droit devant nous. Il avait une hache comme tous les fantômes ici. Je me promenais dans les couloirs. Je ne pourrais pas dire que c'était une promenade, parce que quand j'ai commencé à marcher, il y a eu cette odeur de type incendie qui s'est propagée dans toute la pièce. Elle s'est propagée dans toute la pièce, cette odeur de type incendie que je sentais. C'était comme si en dessous de mes narines, à l'intérieur de mon nez, tout était incendié, tout était en train de brûler devant mes yeux mais que je ne voyais rien. J'ai continué à marcher, mais quand je marchais, j'avais l'impression que le feu se rapprochait. C'était comme une promenade, une balade entre les flammes. J'étais dans la salle des machines, et ça sentait l'essence, le diesel et le gasoil. Ça sentait l'essence, le diesel et le gasoil, l'énergie renouvelable, peut-être ou peut-être pas. Il y avait une grande éolienne qui ne tournait plus depuis longtemps. Depuis longtemps, cette grande éolienne et ce moulin qu'il y avait juste à côté ne tournaient plus. Il y avait un moulin et une éolienne qui, elle, ne tournait plus depuis longtemps. J'ai fait signe à une petite fille et un petit garçon qui se tenaient la main. Un petit garçon et une petite fille qui se tenaient la main. Les deux avaient un tomahawk en main. Ils me regardaient. Quand j'ai entendu quelque chose grincer par terre comme un couteau qui avait été lâché, que l'on reprenait en laissant traîner la lame sur le côté ou alors sur le sol, j'ai entendu ce bruit, ce grincement, ce crissement contre le sol. Et j'avais peur car le sol, c'était un sol en crépi couvert d'humidité. Couvert d'eau, couvert d'humidité, peut-être qui sortait des tuyaux d'eau chaude. J'avais l'impression qu'il y avait ce bruit de couteau que l'on reprenait en laissant la lame contre le sol. C'étaient deux fantômes, deux jeunes enfants, une fille et un garçon se tenant la main. Ils avaient tous les deux un tomahawk et un petit pyjama blanc. Ils avaient tous les deux un pyjama blanc, couvert de traces de sang qui retombaient jusque par terre. Le petit enfant était couvert de sang de son omoplate jusqu'à son épaule, jusqu'à son avant-bras, jusqu'à son bras, jusqu'au bas de sa cuisse et à mi-cuisse, il était recouvert de sang sur le côté. La jeune fille, c'était à l'avant. La jeune fille, c'était à l'avant qu'elle était recouverte de sang.
Sur les côtés, peut-être voire même sur les épaules et sur les omoplates à l'arrière, il y avait une légère trace de sang qui coulait peut-être encore comme du sang frais, et elle me regardait de loin. Ils m'ont tous les deux regardé, mais une fois à l'intérieur de la salle des machines, il n'y avait plus que l'odeur du gasoil, de l'essence, et il n'y avait plus que l'odeur des énergies, les énergies renouvelables, qu'il y avait à cause du pont qui se relevait et qui s'abaissait la nuit. Le pont qui s'abaissait la nuit, et ces énergies renouvelables que je pouvais sentir à cause de l'éolienne et à cause du pont-levis qu'il y avait. Tout ça n'était qu'un fonctionnement pour pouvoir faire de l'énergie et garder à l'intérieur de la lumière. Alors que c'était la nuit, toutes les lumières se sont éteintes, et gardant ainsi la lumière, le pont s'est refermé. Se réouvrant la nuit pour je ne sais quelle raison, je l'ai regardé. L'éolienne et le tunnel qu'il y avait juste en dessous dans lequel on se trouvait. J'étais dans le tunnel en dessous et j'entendais les palmes de l'éolienne. Il y en avait 4, les unes après les autres qui tournaient. J'entendais le mouvement passer. Cela faisait un bruit comme... Ça faisait un bruit très léger, un peu comme un... J'entendais ce bruit à plusieurs reprises passer au-dessus de moi. C'était l'éolienne avec les 4 palmes. Au-dessus, il y avait l'immeuble, le bâtiment dans lequel il y avait l'entrepôt de haches et les fabrications avec les femmes qui se tenaient juste devant leurs lames. À côté, il y avait le moulin à côté. À côté, il y avait le moulin et se tenaient devant les 2 jeunes enfants qui se tenaient la main avec un tomahawk. Je pensais qu'ils étaient derrière moi, mais non en fait. Ils étaient au-dessus et ils attendaient que je sorte du tunnel, que je passe la porte de l'entrepôt, là où j'y ai vu les femmes, avec les haches en main. Dans le tunnel dans lequel nous étions, il y avait cette femme. Elle était froide, frigide et rigide. Elle ne bougeait pas. Elle attendait en regardant par la fenêtre, elle ne nous avait même pas remarqué. Elle attendait par la fenêtre et elle regardait. Sa main dessinait un cercle sur la fenêtre, avec le bout de son index, avec le bout de son doigt, avec le bout de son index, et de son majeur de temps en temps peut-être qu'elle changeait, et elle dessinait un cercle. Ça n'en finissait pas et elle regardait tout le temps ce cercle qu'elle dessinait avec son index, avec son pouce et avec son doigt. Avec son pouce, avec son index, avec son majeur, avec seulement ces 3 doigts-là, elle pouvait parfois alterner et changer. Avec le bout de ses doigts, elle dessinait un cercle, et elle le regardait. Elle regardait peut-être quelque chose qu'il n'y avait que dans cet axe-là, par la fenêtre. Elle avait une longue robe noire et elle nous regardait nous, de temps en temps. Mais quand elle a tourné la tête, on a vu que ce n'était pas une femme gentille. Elle ne souriait pas, et les traits de ses visages faisaient très peur. Les traits de ces différents visages qu'elle prenait. Ces différents visages qu'elle prenait étaient toujours les mêmes, comme si elle ne changeait pas de visage, mais on avait l'impression que c'était une autre personne quand elle nous regardait. Elle prenait des traits de visage peut-être qu'elle avait déjà vus ou rencontrés. Peut-être qu'elle avait déjà vu ces traits de visage, ces personnes. Les avait-elle déjà rencontrés, les avait-elle déjà vus? Elle prenait leurs traits de visage et nous regardait. Elle se retournait vers nous et elle avait une longue robe noire, tenant un enfant dans son bras gauche. Très légèrement. Avec son bras droit qui était passé en dessous de son bras gauche, elle tenait un enfant. Elle a gardé la tête droite et elle a gardé la tête froide. Elle n'a pas pleuré, elle ne s'est pas effondrée. Elle a gardé la tête froide et la tête droite, elle n'a pas pleuré, elle ne s'est pas effondrée en larmes. Elle n'a pas pleuré, elle ne s'est pas mis à terre, les genoux contre le sol, les paumes de main contre le sol juste devant ses mains. Dans l'axe de la fenêtre, elle a regardé, se tournant une nouvelle fois avec l'enfant, redessinant un cercle avec sa main gauche, gardant sa main droite pour tenir l'enfant. Elle nous a regardés, nous, et a commencé à courir en hurlant, prétendant qu'on avait tué son enfant. Elle avait
Elle avait une machette à la main. À la main, elle avait une machette et son enfant derrière se tenait juste dans ses bras. Quand elle s'est arrêtée juste en face de nous, je l'ai regardée. Mais elle ne voulait pas qu'on la regarde elle voulait qu'on regarde son enfant. J'ai alors pris la peine de regarder son enfant, prenant la peine de regarder son enfant pour tout le monde car personne n'osait le faire. Je l'ai fait, j'ai regardé son enfant. Étant l'un des plus choqués, j'ai vu que l'enfant avait une lacération. Il avait un creux, la trace d'une hache qui avait été laissée sur son front. Son nez avait été scarifié, scalpé, avait été découpé et creusé par la lame de la hache. Son œil avait été crevé et peut-être perturbé un peu. L'enfant m'a regardé, a essayé avec le reste de ses yeux de me regarder. Mais sans plus, elle a hurlé, elle a couru derrière nous. Et je voyais sa robe en dessous. Je voyais sa robe et en dessous ses jambes étaient remplies de coupures. Ses tibias, ses cuisses, ses jambes entières étaient remplies de coupures qu'elle s'était fait avec le bord de la hache, peut-être avec la lame, avec le bord de la hache. Elle s'était fait des coupures sur le tibia, sur l'avant du tibia, et peut-être même sur les cuisses, sur les jambes entières et sur les pieds, sur le talon d'Achille derrière et peut-être même sur la plante des pieds. Elle n'avait pas mal, en tout cas c'est ce que j'ai vu. Étant l'un des plus choqués, j'ai vu et j'ai remarqué qu'elle n'avait pas mal en courant. Pourtant, si mes jambes étaient dans un tel état, moi j'aurais mal. Je la voyais courir, elle n'avait qu'une seule raison en tête, c'était de nous accuser de son enfant, qui était mort, qu'elle tenait dans ses bras. Elle s'est arrêtée devant nous, et la hache est apparue derrière, de l'autre côté, alors qu'elle l'avait posée devant tout le monde. Elle s'est arrêtée et a commencé à pleurer, s'effondrant par terre. Perdant son sang-froid, elle nous a regardés et a pleuré la mort de son enfant. Partie en poussière, elle est d'abord devenue rigide. Elle est devenue rigide, froid comme de la pierre. Elle s'est rigidifiée devant moi. Et là, quand elle s'est rigidifiée devant moi, elle m'a regardé. Une dernière fois, j'ai vu qu'au travers de la pierre, son regard était pour moi. J'ai vu que son regard était pour moi, elle s'est rigidifiée devant moi. Et là, j'ai compris qu'elle voulait qu'on regarde son enfant. Tous, les uns après les autres, j'ai compris qu'elle voulait qu'on regarde son enfant. Ce qu'on a fait les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il se transforme aussi lui en pierre. Quand ils se sont transformés en pierre et que leur regard est resté rigide et frigide, me regardant moi, l'un des plus choqués. J'ai pensé que regardant celui qui était le plus choqué, peut-être que leur regard, qui s'est transformé en pierre, m'a fait tout de suite penser à la légende de Vénus, cette femme, cette sorcière qui transformait les gens en pierre. Et là, je me suis arrêté, regardant ainsi la mer s'effondrer en petites poussières, les uns après les autres, tomber en gravats. Quand je suis arrivé, j'entendais hurler à l'extérieur. Il y avait un bâtiment qui brûlait. Et pourtant j'entendais hurler à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Ce bâtiment qui brûlait, je ne le connaissais pas. Il était entouré d'un grillage et il y avait un arbre sur le côté. Il y avait un arbre sur le côté avec une lampe de chevet, accrochée par le fil et par la prise. Il y avait un nœud qui avait été fait sur une branche de l'arbre, d'un des arbres qu'il y avait à l'extérieur. Un des arbres qu'il y avait à l'extérieur, cette lampe de chevet avait été accrochée là, comme si elle avait été mise là où devait être une balançoire. Il y avait un jeune enfant avec un tomahawk qui était suspendu. C'était le garçon, avec l'omoplate, l'épaule, l'avant-bras et le bras, jusqu'à la main qui était recouvert de taches de sang. Il s'y suspendait comme si c'était un jeu. Comme si c'était un jeu, il s'y suspendait comme si c'était une balançoire. Il me regardait et avait son tomahawk en main. En même temps, il me souriait, comme pour me dire bonjour, comme il le ferait à un passant. Je savais qu'il était mort, car à l'extérieur, il pleuvait. À l'extérieur, il pleuvait et il me regardait en souriant, comme si c'était une belle journée, et que j'étais un passant.
Je suis rentré à l'intérieur, je n'entendais plus les cris de l'extérieur qui devaient être à l'intérieur du bâtiment. Ils devaient être à l'intérieur du bâtiment, mais je n'entendais plus les cris de l'extérieur. Toutes ces personnes qui hurlaient comme s'il y avait un incendie. Et quand je suis rentré dans les flammes en marchant comme si je sortais dehors. Comme si je sortais dehors en marchant dans les flammes à l'intérieur. J'ai aperçu que c'était une piscine municipale. C'était une piscine municipale et à l'intérieur, il y avait une Mercedes. Une Mercedes classe E, toutes les portes étaient ouvertes. Je voyais que de chaque porte, la porte passager, la porte du conducteur, la porte de l'arrière à la banquette, à gauche, à droite, et sur les deux côtés, le coffre, toutes les portes étaient ouvertes, voire même peut-être la vitre à l'avant qui avait été brisée. On pouvait y passer sa main et rentrer par l'avant, en se penchant vers l'avant sur le capot, en mettant ses deux pieds dessus, en se mettant contre et mettant la paume de ses mains dessus. Mais le métal avait déjà fondu depuis longtemps. Elle brûlait depuis tellement longtemps que le métal avait déjà atteint 1000 degrés et qu'il faisait déjà beaucoup plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'ai regardé cette voiture et il y avait des personnes à l'intérieur qui hurlaient. Mais je n'entendais pas leurs cris, mais je savais qu'ils hurlaient. Ils avaient la bouche grande ouverte et ils avaient un pied à l'extérieur comme pour pouvoir essayer de sortir. La voiture était verrouillée et les portes étaient pourtant ouvertes, mais ils n'arrivaient pas à sortir. Ils me regardaient et par grâce et par pitié, ils étaient en train de prier le fait que je les fasse sortir de là. J'avais trop peur, mais je ne réussissais pas à rentrer dans la piscine, car à côté de la voiture qui brûlait, je voyais déjà que le sang était en train de couler des portières, que les personnes à l'intérieur étaient réduites à néant. De chair, d'os et de moelle épinière, ils avaient été réduits. Réduits à néant, le sang coulait de l'extérieur et de l'intérieur, à l'intérieur de la piscine qui n'avait pas été remplie. Il y avait un feu dans la voiture et plus personne. Elles avaient toutes été calcinées, brûlées vivantes. Brûlées vives à l'intérieur de la voiture. Brûlées vives à l'intérieur de la voiture, juste à côté, devant le siège passager. Juste à côté, devant le siège passager et le siège conducteur, il y avait cette personne avec ses deux pieds à l'extérieur, mise comme si elle était contre le frein à main. Cette personne regardait l'extérieur et avait un bras contre la paroi de la voiture. Elle avait un bras contre la paroi de la voiture et même contre le squelette de la voiture. Là, je l'ai regardée et cette femme s'est levée. Elle a avancé vers moi, vers les escaliers de la piscine. Elle a commencé à marcher et quand elle a marché dans l'eau, elle était toujours en feu. Lorsqu'elle en est sortie, j'ai entendu les cris à l'extérieur qui devaient être à l'intérieur. Cette pauvre femme qui m'a regardé, je voyais ses cheveux qui étaient en train de brûler. Le reste de son corps était déjà incendié depuis longtemps. Ses os s'étaient brisés, comme du verre. Ses os s'étaient brisés comme du verre, et sa chair avait fondu comme du beurre. Là, j'ai pris conscience soudain qu'il y avait un aquarium à côté de la voiture dans lequel il y avait du sang et des poissons morts. Il y avait du sang et des poissons morts, j'ai donc pris conscience de cet aquarium, j'ai été le voir. Versant le sang sur la voiture, ça n'avait pas fonctionné à arrêter les flammes. J'ai donc dû laisser 3 personnes mourir à l'intérieur d'une voiture et d'un bâtiment. À partir du moment où j'ai dû abandonner ces personnes, j'ai tout tenté pour sortir. J'ai donc préparé une plaque en bois. Et quand j'ai préparé une plaque en bois, je me suis assis sur le sol. J'ai allumé 2 bougies que j'avais trouvées sur le sol. Sur le sol, j'avais trouvé 2 bougies. Je les ai allumées. J'ai pris un briquet que j'avais trouvé par terre aussi. Il était dans le cadavre d'une personne qui était peut-être là des années avant moi. Il était dans le cadavre de cette personne des années avant moi. J'y ai trouvé un couteau, ce qui pouvait extrêmement me servir pour me défendre. Ces 2 outils pouvaient peut-être extrêmement me servir pour me défendre. Je les ai donc pris, le couteau et le briquet. J'ai allumé 2 bougies que j'avais trouvées. J'avais trouvé ça dans un bureau abandonné. J'ai refermé la porte derrière moi. Derrière moi, la porte s'est réouverte quand j'ai passé le bureau, après l'avoir fermé. Le briquet que j'avais en main, je l'ai allumé tout de suite. C'était un briquet ancien, un briquet à gaz. J'ai regardé l'intérieur du bureau, et il y avait une femme qui se tenait assise, comme si elle soudoyait quelqu'un.
Comme si elle soudoyait quelqu'un, elle se tenait assise, juste contre la paroi du bureau, et il y avait un homme qui la regardait, comme s'il était déjà en train de faire un marché avec elle. Comme s'il était déjà en train de faire un marché et d'accepter une offre avec elle qui était en train de le soudoyer. Elle avait un éventail à la main, et peut-être même qu'elle avait le briquet que j'avais en main, car je voyais qu'elle avait une petite forme carrée entre ses mains, entre ses doigts. Il n'y avait pas de flamme, mais je voyais qu'il y avait une petite forme carrée. Au début, j'ai pensé que ce pouvait être l'écrin d'une alliance. Mais je me suis dit que ce n'était pas ça, elle avait plus l'air de soudoyer la personne que de vouloir la demander en mariage. Quand j'ai regardé l'homme et que j'ai entendu ses paroles, je les ai entendues dans ma tête. Je me suis dit que c'était plus les paroles de quelqu'un qui passe un marché, ou alors un accord avec quelqu'un d'autre. J'ai su que cette femme était une manipulatrice. Alors je me suis enfoui et la porte s'est refermée. Lorsque je l'ai fermée, elle est restée fermée. Je suis parti et j'ai tout tenté. J'ai communiqué avec un esprit prenant un verre qu'il y avait sur le bureau. Il y avait un verre juste à côté d'une carafe dans laquelle il y avait certainement des alcools forts. Il y avait très certainement des alcools forts dans cette carafe, ou alors peut-être dans cette bouteille en verre avec un petit bouchon juste au-dessus. Ce n'était pas un bouchon de liège comme pour les bouteilles de vin ou pour les bouteilles d'alcool. Ce n'était pas comme pour les bouteilles de vin, les bouteilles d'alcool. Ce n'était pas un bouchon en liège, mais un bouchon en verre. Et la bouteille, elle, était en verre aussi. J'ai vu qu'il y avait des traces de plusieurs couleurs différentes, alors il y avait dû y avoir plusieurs alcools différents à l'intérieur. J'ai pris le verre et j'ai mis la bougie à l'intérieur. J'ai gardé le deuxième que j'ai pris pour moi, comme si c'était un pointeur. Là, avec le couteau, j'ai gardé une planche en bois. J'y ai fait un trou à l'intérieur et j'ai passé le verre pour pouvoir mettre mon doigt, sans exercer de pression. J'ai donc exercé aucune pression sur le pointeur que j'avais fabriqué avec un morceau de planche de bois et avec un verre que j'avais trouvé. Là, j'ai inspiré et j'ai expiré. Mon inspiration était légère et mon expiration était plutôt forte. Je n'ai pas compris pourquoi ce devait être l'inverse. Mon inspiration était légère et forte, en même temps que l'autre, l'expiration, qui était légère et forte. Là, j'ai donc compris que je suis parti. J'ai commencé à parler, avec la planche que j'avais fabriquée, moi-même avec le verre et le petit morceau de planche que j'avais trouvé sur le côté. J'y avais fait un trou à l'intérieur avec le couteau qui m'avait servi, que j'avais trouvé dans le jeans d'un des cadavres qui était là. C'était une personne, c'était dans le jeans d'un des cadavres qui était là. Tissu qui d'ailleurs était déjà décomposé depuis longtemps comme le cadavre. Le tissu de son jeans et le tissu de ses vêtements étaient déjà décomposés depuis longtemps comme le cadavre qui devait être resté là depuis longtemps. Ce devait être une décennie, une centaine d'années ou alors un millénaire qu'il était là. Il n'y avait presque plus que ses os, et il avait une main vers le haut comme s'il allait demander quelque chose. J'ai pris sa main et je lui ai posé juste le couteau, le manche du couteau dans sa main. J'ai posé juste le manche du couteau dans sa main, et j'ai vu que là, le cadavre avait légèrement bougé sur le côté, mais infimement, ça ne se voyait presque pas. Je suis parti, je ne me suis pas retourné. J'avais joué, j'avais posé mes questions, j'avais fait ma séance de Ouija, et j'ai été redéposer le verre et la planche en bois, que j'avais retourné face aux mots, aux lettres, au au revoir et au bonjour, ainsi qu'aux règles de la planche de Ouija, pour peut-être penser que cela s'arrêterait seulement quand j'aurais retourné la planche et que je l'aurais brisée. Mais impossible de la brûler, impossible de la casser. Je la cassais, je la retrouvais dans une benne à ordures. Je la brûlais, elle ne brûlait pas. Impossible de faire quoi que ce soit, alors je l'ai retournée sur le côté, la laissant proche du cadavre, peut-être qu'elle allait passer à l'intérieur de cet homme qui était mort. Ne sachant pas quoi faire, je suis parti tout simplement, espérant échapper à cet endroit dans lequel j'ai vu plusieurs tomahawks et plusieurs haches. Dans cet endroit dans lequel j'ai vu plusieurs personnes, des personnes mortes, plusieurs tomahawks et plusieurs haches qui avaient été fabriquées. Espérant échapper à tout ça, je suis parti très loin, sans jamais me retourner. Et pourtant, plus loin, j'ai vu un tomahawk à côté d'une hache, par terre, proche d'une benne à ordures, et dans la benne à ordures, j'ai vu le même cadavre qui avait le couteau que je lui avais donné, et qui avait le briquet dont je m'étais servi
pour allumer les bougies. Exactement le même, et le même scénario se répétait encore et encore. J'avais beau échapper à la planche, elle remettait tout en scène pour pouvoir me faire revivre la même chose que le tomahawk, et que la hache, que le cadavre, et que cette chose avait en main. Loin, j'arrivais à voir la porte ouverte. Pas la porte de la voiture, mais la porte du bâtiment. J'arrivais à voir la porte du bâtiment qui était ouverte. Est-ce qu'il me laissait partir? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il me laissait partir, mais j'ai vu la porte ouverte, alors j'en ai profité. J'ai couru, mais juste devant la porte. L'autre porte qui se tenait droite est tombée devant moi. J'ai su alors qu'il voulait me faire chanter. Il voulait me faire chanter, essayer de jouer avec moi, de me manipuler, comme une marionnette, comme un pantin, comme quelque chose qu'il pouvait utiliser pour essayer de me faire courir dans tous les sens. Ils m'ont utilisé, et là j'ai vu que la porte était une nouvelle fois ouverte. J'ai alors dégagé la porte qui avait été coincée par l'autre porte qui était tombée. Une porte qui était d'ailleurs maintenue par une corde et une poulie qui était juste contre le mur. Il y avait une poulie qui maintenait cette porte. Cette porte s'ouvrait grâce à ça, grâce à ce mécanisme. Grâce à ce mécanisme, la porte s'ouvrait, il y avait une poulie et il y avait une corde en fer et en métal dur. C'était une corde en fer en métal dur, et la poulie était en acier. En dessous, il y avait comme quelque chose qui devait être du bronze. En dessous, il y avait un gros cube en bronze, je ne sais pas à quoi il servait, ni même s'il était creux ou rempli. Je ne sais pas s'il était creux ou rempli. Mais ce gros cube en bronze qu'il y avait en dessous, ce carré de bronze, je me suis assis dessus et j'ai réfléchi, regardant la poulie qu'il y avait juste au-dessus de moi qui faisait bouger les portes, surélevant un autre cube de bronze qui lui ouvrait la porte et la refermait quand il retombait vers le bas. J'ai alors regardé le mécanisme et j'ai su que la porte qui était tombée n'était pas tombée pour rien. C'était cette chose à l'intérieur qui m'empêchait de partir, se servant de moi comme une marionnette, se servant de moi comme un petit pantin que l'on peut manipuler, se servant de moi comme simplement un homme qui essaye de partir et de fuir ce qu'il a vu. Se servant de moi tout simplement comme un homme qui essaye de fuir ce qu'il a vu. Peut-être pas fuir ce qu'il a envie de découvrir, mais là, j'en ai découvert plus qu'assez. Je me suis alors dit, en levant les yeux au ciel, en regardant le plafond, en regardant les aérations, et en regardant les bouches d'aération qu'il y avait au-dessus de moi, en regardant le mécanisme de poulie et le cube qu'il y avait juste en face, un autre grand cube de bronze. Je me suis dit que j'en avais découvert plus qu'assez, que je devais partir. Il me devait d'essayer de partir encore une fois. La fenêtre était ouverte. J'ai pris l'échelle sur le côté. Une fois à la fenêtre, j'ai regardé dehors. La fenêtre s'est refermée sur mes doigts. Je suis tombé, j'avais mal. Je saignais. Du major, de l'index et de l'annulaire, je saignais. Il y avait deux clous, un qui était juste en dessous de l'annulaire, un qui était juste en dessous du major et un qui était juste en dessous de l'index. Je saignais et j'avais des trous au milieu de ces trois doigts. J'ai regardé ma main et je saignais. Quelque peu par terre, je voyais des gouttes de sang tomber. J'ai alors appuyé dessus et fait une compression avec mon autre main. J'ai attendu en faisant une compression avec mon autre main, jusqu'à ce que je me mette à ramper par terre et que je me lève. Lorsque je me suis levé du bloc sur lequel j'étais assis, j'ai remarqué que mes mains me faisaient très mal, plus mal que quand j'étais assis. Elles me faisaient plus mal que quand j'étais assis, mais quand j'ai enlevé mon autre main qui faisait compresse sur mes deux doigts, sur mes trois doigts que j'avais en main, celle qui faisait compresse a alors remis le sang dans la circulation. J'ai enlevé ma main et cela ne faisait plus compresse, mais le sang avait été remis dans la circulation sanguine. Je suis parti et en me relevant, j'ai senti que mes jambes m'avaient lâché, comme si j'avais perdu l'équilibre d'un seul coup. Je me suis mis alors à ramper, n'essayant pas une nouvelle fois de me remettre sur mes jambes. J'ai commencé à ramper par terre jusqu'à ce que je m'accroche à un talon d'Achille et à un tibia. J'ai regardé vers le haut très légèrement, avec un infime regard, et j'ai vu cette chose qui me regardait, avec sa longue chevelure noire et son visage caché,
Quelque peu je voyais son menton et je voyais ses fossettes, ses pommettes et ses yeux, le dessus de son front un petit peu, mais il y avait sa grande chevelure noire qui cachait son visage. Elle me regardait et elle avait un tomahawk et une hache qui étaient dans l'autre main. Cette fois-ci, elle traînait une hache par terre et elle avait un tomahawk dans sa main. Peut-être était-ce l'un des enfants, non, c'était la chose qui me poursuivait. Je lui ai pris le talon d'Achille, criant pitié, ce pitié qui avait résonné dans toute la salle dans laquelle j'étais. Ce pitié que j'avais crié qui avait résonné dans toute la salle dans laquelle j'étais. Le prenant par le talon d'Achille, cette chose m'a regardé. Le tomahawk m'a été enfoncé dans la colonne vertébrale, j'avais mal et mon omoplate était brisée. Il m'a regardé et j'ai commencé à courir. Il s'est mis à courir derrière moi. Tout comme moi, j'avais peur car il me rattrapait. Pas après pas, je voyais qu'il était plus proche de moi. J'avais beau courir et j'avais l'impression qu'il me rattrapait. J'ai vu une voiture dehors. Je me suis installé à l'arrière et j'ai attendu, le temps de réfléchir. Cette chose attendait, avec la hache dans la main droite, et avec le tomahawk dans la main gauche. Elle attendait juste devant et me regardait moi. J'étais à l'arrière de la voiture sur la banquette arrière. Je me suis retourné et il y avait le jeune enfant, le jeune garçon, et la jeune fille, avec un tomahawk. Ils étaient tous les trois. Tous les trois, ils étaient recouverts de sang. Le jeune enfant m'a fait un signe de la main, et la jeune fille a incliné la tête. La jeune fille a incliné la tête, et elle chipotait à ses doigts. Elle chipotait à ses 3 derniers doigts, son major, son annulaire et son auriculaire. Elle y chipotait comme ça. De manière inoffensive, elle y chipotait, comme ça, comme si de rien n'était. Et comme ça, je la voyais chipoter. C'était peut-être un tic, ou alors elle attendait quelque chose. Là, je l'ai vue s'avancer, et elle ne chipotait pas avec ses doigts. Elle ne chipotait pas. Non. Elle s'arrachait les ongles, les uns après les autres. Les uns après les autres, je la voyais, avec un autre agrafe. Avec un autre agrafe, elle était en train de s'agrafer les ongles. Là, je la voyais. Elle avait une agrafe et un autre agrafe. Avec ça, elle enlevait les ongles, et puis elle les recollait. C'est avec ses propres ongles que sur la paume entière de sa main, là où j'y voyais déjà peut-être ses phalanges. Là où j'y voyais déjà peut-être ses phalanges, elle prenait les ongles de personnes mortes, et avec une agrafe, elle pressait, et elle faisait comme des écailles. Elle faisait des écailles sur le dos de sa main, et elle pressait, elle appuyait sur le dos de l'agrafe, pour pouvoir agrafer les ongles des personnes mortes qu'elle a tuées. Elle y faisait comme une couverture d'agrafe, qui était en train de maintenir des ongles. Il y avait comme une couverture, c'était comme un poisson. C'était comme un poisson, et c'était une couverture d'ongles morts, qui avaient été mis les uns après les autres avec une agrafe. Et elle ne chipotait pas ses doigts, mais avec un haut agrafe, elle les arrachait, terminant ainsi son œuvre d'art. Peut-on appeler ça comme ça? Peut-on appeler ça ainsi? Elle terminait son œuvre d'art et s'arrachait les ongles. Elle passait vraiment son autre doigt en dessous de la chair qu'elle creusait avec la pointe d'un couteau pour arracher son ongle. Et elle terminait alors les écailles avec les ongles des personnes mortes. Elle agrafait en appuyant très lourdement sur l'agrafe, et avec le haut agrafe, elle enlevait ses ongles. Elle m'a regardé et a souri, serrant les dents tellement fort que ses mâchoires ont fini par saigner. Le jeune enfant m'a regardé, et sur la paume de sa main, il me l'a montré, contre la vitre sur la paume de sa main. Il me l'a montré avec le tomahawk, juste avec la pointe de derrière le tomahawk, juste avec la pointe. Ils gravèrent un nom qui avait transpercé toute sa main. Ils gravèrent un nom avec le tomahawk, juste l'arrière, et ce nom transpercèrent sa main, et arrivèrent alors à se voir
sur la paume de sa main qui était contre la vitre. J'étais dans la voiture et je voyais ça. J'avais même peur de l'intérieur, j'avais froid dans le ventre et j'avais un vent glacial. J'avais un vent glacial qui parcourait la voiture tout autour de moi, comme si j'avais peur de l'intérieur. Et à l'intérieur, je sentais que mon cœur était renfermé, angoissé et recouvert de quelque chose qui m'empêchait de respirer. Je sentais que j'étouffais de l'intérieur et que mon cœur était renfermé par quelque chose qui l'empêchait de battre, et mes poumons n'arrivaient plus à respirer. Ils étaient là autour de moi et chacun faisait quelque chose de lugubre, comme s'arracher les ongles et en faire des écailles sur le dos de sa main, ou alors encore graver des noms sur la paume de sa main, par le dos de sa main. Graver des noms de victimes, qui ensuite sont barrés avec la lame et la pointe d'un tomahawk, sur le dos de sa main qui apparaissent sur la paume, ou alors encore même s'arracher les ongles pour en faire des écailles de poisson sur le dos de sa main. Je voyais ça avec la femme, qui était sûrement la mère de ces deux enfants, qui tenait un tomahawk en main. Elle avait une hache qu'elle tenait de sa main droite. Elle me regardait, et je ne voyais que sa chevelure noire. Je suis arrivé dans les couloirs, passant par toutes les pièces par lesquelles j'étais passé. Je suis arrivé dans une infirmerie. Dans une infirmerie, je suis arrivé, et là j'ai vu une infirmière. Elle m'a regardé lentement. Elle avait une notice en main. En main, elle avait une notice, et l'infirmière m'a regardé calmement. Elle s'est assise à côté de moi, et m'a demandé si j'étais un patient. Je n'ai rien répondu, j'avais tellement peur qu'elle me réponde autre chose, ou alors peut-être qu'elle avait un tomahawk caché à l'arrière de son dos. Je ne savais même pas quoi penser. C'était une infirmière, elle était censée faire le bien des autres et soigner les personnes. Mais elle m'a demandé si j'étais un patient. On était dans une infirmerie plus petite qu'une chambre, et là je l'ai regardée. Je l'ai regardée, elle m'a demandé « Êtes-vous un patient ?» Je n'ai rien répondu, j'avais tellement peur et je ne savais même plus quoi penser. Je pensais même qu'elle avait une hache quelque part qu'elle cachait dans un cabinet. Peut-être que dans un cabinet de médecin, dans un cabinet de docteur, il y avait une hache qu'elle cachait, qui avait été soigneusement aiguisée de gauche à droite, du nord à l'ouest, de l'est à l'ouest. Elle avait aiguisé sa hache, de droite à gauche, sur une pierre qui avait été brûlée à blanc, qui était peut-être froide et qui avait été réchauffée. Cette pierre qui avait été réchauffée avec de l'eau chaude qui avait été brûlée à blanc, peut-être qu'elle avait gravé son nom dessus, sur la lame, et qu'elle l'avait aiguisée ensuite, qu'elle la cachait peut-être dans un cabinet de réception ou alors juste à l'avant. Peut-être qu'elle la cachait là, juste à l'avant de l'infirmerie, par là où je suis passé la première fois et que je ne l'avais pas vue. Peut-être qu'elle était même armée d'un couteau que je n'avais pas encore pris dans les cuisines. Elle était peut-être armée d'un couteau qu'elle n'avait pas encore pris dans les cuisines, mais qu'elle comptait prendre, ou que moi je n'avais pas vu, car c'était un hôpital, et je n'avais vu encore aucun patient. Je n'avais vu aucun patient marcher, jusqu'à ce que je voie un vieil homme. J'ai vu un vieil homme dans les couloirs arriver. Il marchait lentement, comme quelqu'un qui était très malade. Comme quelqu'un qui allait mourir, il marchait très lentement. Il murmurait des mots, mais je ne les entendais pas clairement. Je n'entendais pas clairement ce qu'il murmurait, mais je savais que c'était des mots et des phrases. C'étaient des mots, des phrases et des textes qu'il murmurait. Il avait un livre en main qui était fermé. Et pourtant, il lisait ce qu'il y avait à l'intérieur, et il avait ce livre en main qui était fermé. Il murmurait des mots, des phrases et des ponctuations qui étaient bizarres. Bizarroïdes. Je le regardais. Il était très clairement autre part que dans l'hôpital. Il était autre part que dans l'hôpital, ça se voyait qu'il murmurait des choses que je ne comprenais pas. Ça se voyait qu'il murmurait des choses qu'il n'y avait peut-être même pas dans le livre. Ça se voyait qu'il imaginait les ponctuations, et qu'il imaginait ce qu'il était en train de lire. Le livre était fermé, il était sûrement autre part que dans l'hôpital. Peut-être qu'il voyait autre chose, peut-être qu'il ne voyait même pas un hôpital comme moi. Il s'est mis proche de moi et s'est assis, à demander si j'attendais une infirmière. Là, je n'ai pas répondu, j'avais vraiment peur.
et il m'a piqué. À plusieurs reprises, il m'a piqué et a commencé à prendre la seringue qu'il avait en main. Il a pris la seringue qu'il avait en main, je n'ai même pas vu le produit qu'il y avait à l'intérieur, et il a commencé à essayer de me piquer, comme s'il essayait de m'assassiner avec ce qu'il avait en main, comme s'il essayait de m'assassiner ou alors peut-être de faire un trou dans mon bras, comme s'il essayait de faire ce trou dans mon bras avec la seringue qu'il avait en main. Il essayait de me piquer à plusieurs reprises dans le bras, jusqu'à ce qu'il me pique et qu'il se fige. Et il a commencé à déchirer mon avant-bras avec la piqûre qui avait été laissée au-dessus de mon avant-bras, au-dessus de l'articulation entre l'omoplate, entre la clavicule et entre l'articulation du bras tout au-dessus sur l'épaule. Il avait piqué là et commençait à déchirer en laissant l'aiguille à l'intérieur et en déchirant mon bras vers le bas. En laissant l'aiguille à l'intérieur, déchirant mon bras vers le bas. Il laissait l'aiguille à l'intérieur et avait pressé. Je ne savais même pas quel produit il y avait à l'intérieur. J'étais apeuré, peut-être qu'il m'avait drogué. Aucune idée, j'ai essayé de partir, je commençais à voir flou. Je commençais à murmurer des choses que même moi je ne comprenais pas. Je commençais à avoir peur et je marchais dans les couloirs. La porte était ouverte et au moment de rentrer dans la voiture de police, l'ambulance était allumée. Au moment de rentrer dans la voiture de police, je me suis retrouvé dans la Mercedes en feu. J'ai réussi à en sortir, mais le feu m'a rattrapé de l'intérieur, la portière s'est fermée et s'est verrouillée. Là, j'ai compris que je n'aurais jamais dû jouer à Ouija, car une grande planche Ouija s'est dessinée toute seule sur les bords de la piscine qui n'était pas remplie. Comme ça, j'ai compris que les tomahawks et les haches étaient dangereux, plus que les esprits qu'il y avait derrière la planche Ouija. Ainsi, il y avait une grande Ouija qui s'est dessinée sur le bord de la piscine, et sur chaque paroi, les 4 parois et le mur d'en dessous, sur lequel il n'y avait aucune piscine. Il n'y avait aucune piscine, seulement une grande maison vide, mais aucune piscine. Et là, j'ai donc remarqué qu'à l'intérieur de cette grande maison vide, sur chaque mur qu'il y avait, s'était dessinée une planche Ouija. Ce n'était même pas une piscine vide. Enfin, clairement, quand je suis arrivé, c'était une piscine vide. Mais là, c'était devenu une maison. J'ai vu qu'étaient apparues des pièces qu'il n'y avait même pas avant dans la piscine. Quelqu'un vivait là, décidément, je ne savais même pas quel secret renfermait les murs de cet endroit. Je ne savais même pas quel secret renfermait les murs de cet endroit. Et pourtant, j'y suis resté bien longtemps pour le découvrir. Au moment de me retourner, au moment où je me suis retourné,
après avoir vu la voiture qui m'avait rattrapé dans les flammes. Après avoir vu la voiture qui m'avait rattrapé dans les flammes, après avoir vu les planches de Ougia apparaître et se graver toutes seules sur les murs, au moment où le feu m'a rattrapé, au moment où je me suis retrouvé dans la piscine, au moment où j'ai franchi les grillages pour apparaître à l'intérieur. Entre les murs, j'ai voulu découvrir les secrets que je découvrirai jamais, secrets que je n'aurais pas pu découvrir. Elle s'est approchée de moi et elle dansait derrière. Derrière, elle dansait. Elle dansait de la valse derrière moi. Tranquillement, elle s'est approchée. Elle s'est apprêtée, avec son tomahawk, à me l'enfoncer dans l'omoplate. Elle s'est apprêtée avec son tomahawk et avec sa hache dans la main droite. Avec son tomahawk dans la main gauche, elle me l'a enfoncé dans l'omoplate. Je saignais, et elle m'a dit « Chut », me murmurant à l'oreille que maintenant je faisais partie de la maison. Quand j'ai entendu le fait qu'elle m'avait dit « Chut » et qu'elle m'avait dit que je faisais partie de la maison, j'avais compris que les secrets j'allais les découvrir. J'avais compris que j'allais les découvrir. Mais c'est en me tournant que j'ai vu les enfants jouer avec moi et essayer de remettre leur tomahawk à l'intérieur de la crevasse sur mon omoplate. Ils jouaient avec moi comme si j'étais un vulgaire mannequin. Comme si j'étais un vulgaire mannequin en plastique. Comme si j'étais un vulgaire pantin. Comme si j'étais une marionnette. Ils jouaient avec moi de leurs mains. Et comme si j'avais été ce mannequin en plastique sur lequel ils essayaient de mettre leur hache, de l'enfoncer là où ils voulaient me l'enfoncer. Ils me montraient d'abord comme une chorégraphie ce qu'ils allaient faire sur moi. Ils enfonçaient le tomahawk et la hache sur le mannequin en plastique qui avait fondu durant l'incendie et qui avait été déposé à côté de la voiture et de l'aquarium plein de sang. Rattrapé par les flammes, ils me montraient et ils me gardaient éveillé avec des substances illicites. Là, je suis resté longtemps, mais j'ai découvert les secrets. Malgré tout, ça vaut la mort